La France de 1801 est une république. Elle est dirigée par le général Bonaparte avec le titre de premier consul. Ce général, devenu célèbre en 1797 par ses victoires sur l'Autriche en Italie, avait obtenu tous les pouvoirs. Le 18 mai 1804, Bonaparte prend le titre d'empereur sous le nom de Napoléon Ier. La France cesse d'être une république pour redevenir une monarchie. Il reçoit le sacre à Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804 en présence du pape. Par le traité de Lunéville de 1801, l'Autriche avait reconnu le Rhin comme frontière à la France et les républiques sœurs que celle-ci avait établies dans les États voisins. République batave aux Pays-Bas, République cisalpine en Lombardie avec comme capitale Milan, République ligurienne, capitale Gênes. République parthénopéenne à Naples, de Parthénope, nom grec de Naples. L'Angleterre signe la paix à Amiens le 9 février 1802, mais William Pitt, ennemi acharné de la France, redevient Premier ministre et déclare la guerre le 16 mai 1803. Pour l'envahir, des projets divers sont imaginés, mais surtout un débarquement. 200 000 hommes sont rassemblés et entraînés près de Boulogne. En 1804, l'Italie du Nord devient le royaume d'Italie. Napoléon se fait couronner roi à Milan. Son beau-fils, le prince Eugène, est nommé vice-roi. Le 11 avril 1805, Saint-Pétersbourg signe un traité avec Londres contre la France. Vienne et la Suède ensuite adhèrent à cette troisième coalition. L'armée française, la grande armée de 200 000 hommes, quitte le 27 août 1805 le camp de Boulogne pour gagner Mayence à marche forcée, soit 50 km par jour à pied. L'armée autrichienne, avancée en Bavière, attend les Français au débouché de la Forêt-Noire, au nord-ouest du Danube. Napoléon va montrer son génie stratégique. Il groupe les divisions des trois armes, infanterie, cavalerie, artillerie, en corps d'armée qui progressent par un mouvement tournant. En plusieurs combats, à Günzburg, à Wertingen, les armées françaises barrent la route vers le nord aux Autrichiens qui refluent vers Ulm. Leur général, von Mack, renonçant à la retraite sur Vienne, s'y enferme. Le plus dur combat a lieu à Elchingen, où Ney doit s'emparer du plateau où est juché le village. Von Mack doit livrer la place d'Ulm et se rendre le 20 octobre 1805. 20 000 fantassins sont capturés. Le général russe Kutuzov et ses 36 000 hommes battent en retraite. Le 24 octobre, Napoléon entre à Munich. Une division russe combat en vain à Amstetten, une autre à Dürrenstein le 11 novembre 1805. Deux divisions françaises franchissent le Danube à Melk, au pied de l'imposante abbaye. Les défenseurs des ponts de Vienne, trompés par un mensonge, les livrent intacts aux Français. Vienne, l'antique capitale du Saint-Empire, est occupée le 13 novembre 1805. L'empereur François a fui. Napoléon s'installe à Schönbrunn, dans son palais. Pour assurer le succès d'un débarquement sur les côtes anglaises, il faut en éloigner la flotte britannique. Sur ordre de Napoléon, les flottes françaises et espagnoles doivent l'attirer vers les Antilles. L'amiral Villeneuve quitte Toulon le 23 mars 1805 avec 18 vaisseaux. L'amiral anglais Nelson, informé depuis la Méditerranée, les suit à un mois d'intervalle avec 11 navires. Villeneuve atteint la Martinique le 13 mai. Y attend en vain Ganteaume, bloqué dans Brest avec 21 vaisseaux, mais de Rochefort en parviennent 2 avec le contre-amiral Magon. Villeneuve revient en Europe, relâche à Vigo.
se faufile entre deux escadres anglaises pour gagner la Corogne, puis le Férol et vient s'abriter à Cadix. Napoléon renonce au débarquement. Le 2 août, Villeneuve reçoit l'ordre de sortir de Cadix pour se rendre à Naples. Villeneuve décide la sortie aussitôt, le 19 octobre. Le 21, les 18 navires français et les 15 navires espagnols sont à quelques milles du cap Trafalgar. La flotte anglaise, arrivée du nord, se dispose en 2 colonnes d'est en ouest, distantes d'1 mille. Le vent, faible, souffre du nord-nord-ouest. Une ample houle vient du sud-ouest. Les Anglais disposent de 27 vaisseaux, portant 18 000 marins. Nelson, sur le Victory, est en tête de la première colonne, et Collingwood de la seconde. Nelson veut attaquer les Alliés au centre pour créer la confusion. Collingwood, sur le Royal Sovereign, redoutable 3 ponts, doit attaquer l'arrière-garde. Le 21 octobre 1805, à 8h15, Villeneuve aperçoit l'escadre de Nelson. Il fait aussitôt virer toute sa ligne lof pour lof, c'est-à-dire à 180 degrés, pour retourner au nord et avoir Cadix comme refuge éventuel. Cela donne 2 colonnes où les navires sont trop proches, gênés parfois par les tirs de bâbord. Le nombre est pour la flotte combinée, 18 vaisseaux français, 15 espagnols que commande l'amiral Gravina. 3 navires espagnols sont de formidables 3 ponts. L'un, la Santissima Trinidad, possède 130 canons. Midi, les 2 camps arborent leur pavillon national. Le Royal Sovereign, vaisseau le plus rapide, fonce sur le Santa Ana, équipage à plat ventre sur les ponts. Les canons se déchaînent alors de l'arrière à l'étrave de celui-ci, mettant 400 hommes hors de combat. Il se range au vent et engage vergue à vergue le Santa Ana. 4 vaisseaux alliés le bombardent, ses voiles sont en lambeaux, il est secouru par 3 vaisseaux. À 12h20, le Victory, vaisseau de Nelson, arrive au contact de l'escadre française, passe derrière le Bucentaure, navire amiral français, ouvre le feu. Le redoutable, commandant Lucas, affronte le Victory, lui coupe un mât, pulvérise sa roue de gouvernail. 5 vaisseaux font feu sur lui, l'abordage est inévitable. Des 120 marins du Victory, il n'en reste que 20. À 13h30, une balle atteint Nelson. Il tombe sur les genoux, s'appuie sur son seul bras, puis s'écroule devant le capitaine Hardy, commandant du Victory, stupéfait. La balle, tirée depuis une dunette, lui a brisé la colonne vertébrale. Sa voix n'est vite plus qu'un murmure. Cependant, les 10 vaisseaux français de l'avant-garde ne réagissent pas, malgré les instructions reçues. Le Téméraire, au secours du Victory, par une terrible bordée, fauche 200 hommes du redoutable qui doit amener son pavillon. À 14h, la victoire anglaise est acquise, tandis que Nelson expire. À 16h30, la canonnade se tait. Les Anglais ont 400 morts et 1200 blessés. Les Français et les Espagnols ont 4500 morts et 3500 blessés. Les Anglais n'ont perdu aucun vaisseau sur les 27 engagés, les Français en ont perdu 13 sur 18, les Espagnols 9 sur 15. Parvenu à Vienne, Napoléon ne s'y attarde pas. Lui et son armée marchent à la rencontre des soldats russes que commandent le tsar en personne, Alexandre Ier, et des soldats autrichiens, avec l'empereur François II, en tout 85 400 personnes. La grande armée de 73 000 hommes, sous les ordres de Napoléon, s'avance au nord de Vienne, en Moravie, avec 139 canons contre 278.
C'est à l'ouest du village d'Austerlitz, sur le terrain qu'il a choisi, le plateau de Pratzen, qu'il livre sa plus célèbre bataille le 2 décembre 1805. Doucement incliné vers des étangs alors gelés, ce plateau domine de 40 mètres deux ruisseaux, le Goldbach à l'ouest et la Litava à l'est. La température est de 1 à 2 degrés. La neige, peu épaisse, couvre le terrain. Napoléon a laissé l'ennemi occuper ce plateau, lui a laissé croire qu'il s'inquiète, si loin de ses bases, des communications avec le sud, et ainsi l'incite à attaquer l'aile droite française au sud pour couper sa retraite. Cachée par un épais brouillard, l'armée française s'échelonne au pied du plateau, le long du Goldbach. Effectivement, les Austro-Russes attaquent le 2 décembre vers 7 heures à l'aile droite française tenue par Davy. Pour appuyer cette attaque, l'ennemi commet l'erreur attendue par Napoléon. Les troupes ennemies dégarnissent leur centre au cœur du plateau. Vers 9 heures, les deux divisions de Soult, soit 16 000 hommes, attaquent au centre, tandis que le brouillard se dissipe, le soleil apparaît. Les furieuses contre-attaques russes pour reprendre le plateau restent sans résultat, tandis que les cavaliers de Lannes et de Murat repoussent les Russes à l'aile gauche française. L'ennemi est vaincu vers midi. Le tsar se retire. François II doit accepter les conditions d'un Napoléon qu'il rencontre à Pressbourg, aujourd'hui Bratislava, le 26 décembre 1805. Par l'éclatante victoire d'Austerlitz, Napoléon est maître de l'Italie et de l'Allemagne. Les grands dignitaires du régime reçoivent des titres et des principautés avec leurs revenus. Ainsi, Talleyrand, ministre des Relations extérieures, devient prince de Bénévent. Fouché, ministre de la police, duc d'Otrante. Le maréchal Bernadotte, prince de Pontecorvo. Il distribue les trônes. Son frère aîné Joseph devient roi de Naples. Son frère Louis, roi de Hollande. Le duc de Wurtemberg et le prince électeur de Bavière deviennent rois et alliés de la France. 16 petits États allemands, le 12 juillet 1806, sont regroupés en une confédération du Rhin sous le protectorat de la France. Tous ces États vassaux doivent lui fournir des soldats et des subsides. L'Allemagne, émiettée jusqu'alors en une quarantaine d'États pratiquement indépendants, reconnaissait une autorité suprême, celle de l'empereur du Saint-Empire, élu par ses princes électeurs. C'était depuis 3 siècles l'archiduc d'Autriche de la dynastie des Habsbourg. Avec la création de la Confédération du Rhin, cet empire est devenu une coquille vide. François II renonce au Saint-Empire, se proclame empereur d'Autriche. C'est donc la fin du Saint-Empire, la fin du Premier Reich allemand. Assuré d'obtenir des subsides anglais et des renforts russes, inquiet de la formation de la Confédération du Rhin dont il n'a pas été informé, Frédéric Guillaume III, roi de Prusse, adresse à Napoléon un ultimatum le 7 octobre 1806. Il exige le retrait des troupes françaises à l'ouest du Rhin. C'est la 4e coalition dirigée contre la France. Le 8 octobre, Napoléon quitte Würzburg avec 180 000 hommes, progresse parallèlement aux Mains et compte se diriger vers l'Elbe après avoir atteint Leipzig. 3 colonnes sur 50 km de large traversent la forêt de Thuringe pour pénétrer en Saxe et marcher sur Berlin. Le 10 octobre, à Saalfeld, Lannes livre la première bataille contre les Prussiens qui sont écrasés. Le prince Louis de Prusse, frère du roi, y est tué. Le 11 octobre, Napoléon apprend que l'armée ennemie se concentre près d'Erfurt. Il entreprend de la prendre à revers en passant sur ses arrières pour la couper de ses communications avec Berlin, capitale de la Prusse, au nord. Dans ce but,
Davout et Bernadotte, parvenus à Naumbourg, à 60 km de Leipzig, reçoivent l'ordre d'avancer vers l'ouest. Le commandant en chef de l'armée prussienne, le duc de Brunswick, découvre avec stupeur l'avancée des Français et le piège qui risque de l'encercler. Il retraite sur Auerstedt et laisse sur Jena un corps commandé par Hohenlohe, soit 56 000 hommes. Le soir du 13 octobre, l'avant-garde française arrive à Jena. Napoléon a 65 000 hommes. Les Prussiens évacuent la ville qui est en flammes et délaissent un haut plateau à 350 mètres d'altitude, le Landgrafenberg, jugeant ses pentes trop escarpées. Le soir, les Français, à coups de pelle et de pioche, élargissent un sentier à chèvres pour hisser l'artillerie sur ce plateau. Les hommes s'entassent pour la nuit sur cet étroit espace. Le 14 octobre à 6 heures, Napoléon déclenche l'attaque. Les Prussiens et Bobby attendaient les Français sur leur droite par la route d'Iéna. Il les voit de face surgir du brouillard, d'où les canons crachent la mort. Les corps de Lannes et de Ney progressent au centre. Augereau avance à gauche. Soult remonte de la vallée de la Saale à droite. Ney, son corps fonce, se trouve immergé dans les lignes ennemies. L'artillerie le dégage. Le corps de Rüschel, trop éloigné, ne peut soutenir les armées prussiennes. Vers midi, les armées ennemies reculent. À 15 heures, elles se défont et s'enfuient. 12 000 Prussiens sont morts ou blessés, contre 6 000 Français. Le même jour, à Auerstedt, Davout, avec 17 000 hommes, s'oppose aux 57 000 du duc de Brunswick. Le mouvement tournant de ces 3 divisions devait passer par ce village où stationnaient les 3 corps d'armée prussiens. Au soir du 13 octobre, Naumbourg est occupé, ainsi que le pont de Kösen, les Prussiens étant à l'ouest de Hassenhausen. À 6 heures du matin, la division de Gudin avance sur ce village. À 9 heures, elle l'occupe. Les cavaliers de Blücher l'attaquent en vain et se débandent. Au nord, les Prussiens installent une batterie qui canonne les Français. La division Friant, à l'aile droite française, avance, la neutralise, ne progresse plus. Davout en prend la tête, elle progresse, coupant la retraite aux Prussiens. Avance alors la deuxième ligne des Prussiens, menaçant de contourner les gauches françaises au sud, où la division Gudin tient depuis 4 heures. Davout envoie la division Morand pour la soutenir. À 11 heures, le roi de Prusse ordonne une attaque générale. Le prince Henri, son frère, charge avec une nombreuse cavalerie la division Morand. Il est mortellement blessé, ses cavaliers se replient, Morand les attaque et les disperse. Pendant ce temps, Friant progresse au nord, les Prussiens se replient. Voyant son succès aux 2 ailes, Davout fait avancer son centre. Les 2 divisions prussiennes de réserve entrent alors dans le combat, mais en vain. La droite française décide la victoire, elle déborde les Prussiens. Vers 14 heures, le roi de Prusse fait sonner la retraite, Davout le presse, lance la poursuite vers 17 heures. La Prusse a 18 000 morts. En un seul jour, sa puissance militaire s'est écroulée. Le 17 octobre, Bernadotte écrase l'armée du duc de Wurtemberg à Halle. Les places fortes prussiennes tombent les unes après les autres. Magdebourg, Prenzlau, Lübeck. Le 27 octobre 1806, Napoléon entre à Berlin. Il y signe le 27 novembre le décret instituant le blocus continental. Tout commerce avec l'Angleterre est interdit. Il espère ainsi ruiner son économie pour l'obliger à la paix. Les Russes se retirent vers le nord. Napoléon veut les vaincre. Occupant Stettin,
Francfort et Custrin-sur-L'Oder, ses troupes avancent jusqu'à la Vistule. Elles occupent donc les territoires pris par la Prusse à la Pologne à la fin du XVIIIe. Espérant que Napoléon leur rendra leur indépendance, 30 000 Polonais s'engagent dans son armée, tel Józef Poniatowski. Le 28 novembre, les Français entrent à Varsovie, évacués par les Prussiens. Les Français s'établissent pour l'hiver le long de la Vistule. Le 26 décembre, ils lancent une offensive générale en un combat indécis à Pultusk. À la tête de l'armée, Bennigsen se rapproche de Königsberg, appelée aujourd'hui Kaliningrad, pour la protéger, car c'est dans cette ville que s'est réfugié le roi de Prusse avec sa coupe. Napoléon engage toutes ses forces près de cette ville à Eylau le 8 février 1807. Cet effroyable carnage aboutit au retrait des Russes qui se replient sans être poursuivis. Danzig capitule après 2 mois de siège du général Lefebvre. La marche des Français sur Königsberg reprend en mai. Pour s'y opposer, Bennigsen fait franchir l'Alle à ses troupes venant de l'Est le 14 juin 1807 à Friedland. Dans la nuit du 13 au 14, Lannes se rend compte de la manœuvre et se hâte avec ses 10 000 hommes pour barrer la route aux Russes. L'affrontement commence à 3 heures du matin. Vers 7 heures, les 20 000 hommes de mortier viennent renforcer Lannes. Bennigsen en fait passer 50 000. Napoléon arrive avec 50 000. Les deux armées se font face en début d'après-midi. Napoléon situe vite le point faible russe, le plateau au sud où se trouve le corps de Bagration. À 17 heures seulement commence l'attaque par le corps de Ney et les cavaliers de la tour Maubourg. L'artillerie russe décime les Français. Victor intervient et avance. La garde russe résiste farouchement. L'artillerie du général Sénarmont détruit les ponts sur l'Alle, concentre ses 36 pièces sur un corps russe, appuyant Ney et Victor qui peuvent enfin entrer dans la ville. À 22h30, les Russes s'enfuient. La victoire française est totale. Ils ont perdu 26 000 hommes. Le 16 juin, les Français prennent Königsberg. Le 19, ils atteignent le Niemen, donc la frontière russe. Le 21, le tsar et Napoléon se rencontrent sur un radeau sur ce fleuve, à Tilsit. Le tsar adhère au blocus continental. La Prusse perd tous ses territoires à l'ouest de l'Elbe, qui forment un royaume de Westphalie donné à Jérôme Bonaparte. Et ses provinces polonaises qui constituent un grand-duché de Varsovie. Pour empêcher le Portugal de continuer son commerce avec l'Angleterre, Napoléon envoie le général Junot occuper ce pays. Le régent futur roi Jean VI se réfugie au Brésil. Dans le même but, les Français occupent Barcelone puis Madrid en janvier 1808. En Espagne règne Charles IV, mais c'est en réalité son favori Godoy qui dirige le pays. Dans la nuit du 17 au 18 mars 1808, à la résidence d'Aranjuez, éclate une émeute contre Godoy. Charles IV abdique en faveur de son fils Ferdinand, puis, estimant que ce geste lui a été arraché, réclame la protection de Napoléon. Son fils accepte cet arbitrage. Le 2 mai, les Madrilènes se soulèvent contre l'occupation française, ce que Goya illustre dans ce tableau, le Dos de Mayo. Le 3 mai, la répression est impitoyable, montrée par cet autre chef-d'œuvre de Goya. Le 5 mai, à Bayonne où est arrivé Napoléon, Charles IV abdique en faveur de celui-ci. Il est emmené au château de Compiègne, Ferdinand à celui de Valençay.
Joseph Bonaparte devient roi d'Espagne, remplacé à Naples par Murat. C'est tout un pays qui se révolte. Des assemblées ou jontes se constituent. Une jonte centrale à Séville. Dans les Asturies, en Galice, les patriotes espagnols s'insurgent spontanément. En Aragon, ils trouvent un chef en la personne de Palafox. Une armée espagnole est vaincue à Medina del Rio Seco par les cavaliers de Bessières qui ouvrent à Joseph la route de Madrid. Mais le 22 juillet 1808, le général Dupont capitule à Bailén. Joseph doit quitter Madrid pour Burgos le 30 juillet. Les atrocités se multiplient des deux côtés. Un petit garçon conduit par sa mère avec son frère vient retrouver son père, le général Hugo. Il voit les cadavres mutilés, les villages incendiés. Il s'appelle Victor. Napoléon rejoint l'Espagne le 3 novembre avec 200 000 hommes. En 4 victoires, il ramène Joseph à Madrid. La dernière, à Somosierra, voit s'illustrer les cavaliers polonais chargeant une batterie. Il repart début 1809. Le 31 juillet 1808, une armée anglaise de 35 000 hommes que commande Wellesley débarque près de Lisbonne. Junot doit capituler le 30 août à Sintra. Le Portugal est évacué par les Français. Habile, tenace, d'une fermeté inébranlable, Wellesley se dérobe s'il n'est pas en force, saisit la moindre occasion qui s'offre à lui. Jourdan, major général, n'a pas l'autorité pour faire exécuter ses plans. Ainsi, Wellesley échappe à l'écrasement à Talavera le 27 juillet 1809. Élevé à la pairie, il est désormais duc de Wellington. Jourdan est rappelé. L'empereur d'Autriche François Ier ne peut accepter la perte de territoire subie en 1805. Voyant les armées françaises accaparées en Espagne, il espère frapper la France avant que celle-ci soit prête. Le 9 avril 1809, il noue avec l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal la 5e coalition. Le 8 avril 1809, l'archiduc Charles, frère de l'empereur d'Autriche, envahit la Bavière. Munich est occupée. Napoléon mobilise 200 000 hommes. Arrive le 19. Il fait avancer Masséna sur Randsburg. Lui-même se porte sur Abensberg. Il y est vainqueur le 20 avril. Avec Masséna et Lannes, il occupe le plateau d'Eckmühl, y écrase le 22 avril l'armée de l'archiduc entre ces deux camps. Celui-ci se retire sur Ratisbonne. Après un siège très court, du 19 au 23 avril, la ville est prise, l'archiduc Charles se réfugie en Bohême. À vive allure, l'armée française gagne Vienne par Linz et Amstetten. La capitale tombe le 8 mai. Napoléon s'établit à nouveau au palais de Chenôve. Les Autrichiens ont fait sauter les ponts sur le Danube. Napoléon en fait rétablir en 4 jours sur les 2 bras qui enserrent une île, l'île de Lobau, bordée au nord d'une plaine, le Marschfeld, dominée par des hauteurs où s'est regroupée l'armée d'Autriche, soit 90 000 hommes. Du 18 au 21 mai, les 80 000 Français passent de la rive droite du Danube au sud, à l'île Lobau, puis, dans la nuit du 20 au 21, de l'île de Lobau à la rive gauche. Masséna occupe Aspern et Lannes Essling. Le courant emporte le pont rive droite Lobau, mais celui-ci est rétabli. Le 21 mai au matin, Napoléon attaque. L'armée autrichienne descend des hauteurs pour accabler les 2 ailes françaises, les acculer au fleuve. Lannes, appuyé par les cavaliers de Lassalle et Bessières, prend Essling et menace le centre autrichien. La nuit arrive. La bataille reprend le 22 au matin.
Les Français ont tenu, ils reçoivent des renforts. À Essling, Lannes commence à menacer le centre des Autrichiens qui d'autre part sont chassés d'Aspern. Soudain, une crue du Danube emporte le grand pont. Les renforts ni les munitions n'arrivent plus. L'archiduc, informé, presse les Français de toutes ses forces. Lannes plie sous le choc. Un boulet lui fracasse mortellement les deux jambes. Masséna reste ferme. L'armée française se replie sur l'île de Lobau. Elle a perdu 16 000 hommes et l'archiduc 27 000. Le mois de juin 1809 passe à préparer le prochain affrontement. Les 40 000 hommes de Masséna dans le Lobau, les autres corps le long du Danube sur la rive gauche. L'archiduc accepte une bataille défensive. Il fait réaliser des retranchements sur la ligne Aspern, Essling, Enzersdorf et sur une seconde ligne en arrière pour couvrir le plateau de Wagram. Napoléon maintient et renforce l'ancien pont débouchant vers Aspern, mais 5 ponts sont réalisés en cachette du côté d'Enzersdorf dès le début de juin. Ils sont achevés le 2 juillet. Le 4 juillet au soir, l'armée française commence le passage sur la rive gauche sous un violent orage. Napoléon sait que l'arrivée de renforts avec l'archiduc Jean est imminente. Au matin du 5 juillet, l'armée française est presque entièrement rassemblée au nord-est de l'île de Lobau. L'armée de Napoléon est gigantesque, 180 000 hommes. Elle attaque à 5 heures du soir. L'objectif est le plateau de Wagram, position clé. Les Saxons de Bernadotte paniquent et sèment la confusion dans les corps de MacDonald et d'Oudinot. Les combats reprennent le 6 à 4 heures du matin. L'archiduc Charles attaque aux deux ailes furieusement. À droite, c'est une feinte pour attirer les airs françaises. Masséna doit marcher sur Wagram en prenant Brighton Lane. Il contient la masse énorme de Klenau. Bernadotte et ses Saxons ne peuvent emporter Aderklaa, puis ils reculent. Le cheval de Masséna se renverse, lui froissant la cuisse. Masséna continue en calèche. À 10 heures, les Autrichiens refoulent les Français sur la ligne Aspern-Enzersdorf, menacent de les déborder et de les couper du fleuve. Mais les batteries de Régnier et le corps de Masséna les Davout à droite refoule les Autrichiens sur Neusiedl. Progresse également. Aux ailes également, les Autrichiens reculent. La victoire est acquise, sans poursuite, au prix de 26 000 Français. Après de furieux combats les 10 et 11 juillet à Znaïm, une suspension d'armes y est signée. François d'Autriche doit céder une partie de la Galicie à la Russie, la province de Salzbourg à la Bavière, l'Istrie, la Carinthie et la Carniole, Slovénie, à la France. Ces 3 provinces sont nommées provinces illyriennes, comme dans l'Empire romain. En 1810, Napoléon est à l'apogée de sa puissance. Sa domination s'étend du Niémen à Gibraltar. Voulant transmettre son empire à un héritier, il divorce de Joséphine, qui ne lui a pas donné d'enfant. Il épouse en avril 1810 l'archiduchesse Marie-Louise, fille de l'empereur d'Autriche. De cette union naît le 20 mars 1811 un fils qui reçoit le titre de roi d'Europe. Privé de ses états, le pape excommunie Napoléon. Il est emmené prisonnier à Fontainebleau. Pour appliquer avec plus de rigueur le blocus continental, donc empêcher les importations anglaises sur le continent, Napoléon multiplie les annexions. Après le royaume de Hollande le 9 juillet 1810, c'est le Valais et le Tessin, puis la Catalogne. Il compte sur l'application du blocus par le nouveau roi de Suède, le maréchal Bernadotte,
mais elle est très imparfaite. Il annexe donc la Poméranie suédoise et les villes hanséatiques de Brême, Hambourg, Lübeck. Hambourg, le plus actif des ports d'Europe du Nord, voit son commerce s'effondrer. Le duché d'Oldenbourg se voit également rattaché à la France le 12 novembre 1811, à l'indignation de son souverain, beau-frère du tsar. Le 8 avril 1812, un ultimatum du tsar exige l'évacuation de la Prusse, de la Poméranie suédoise et des places au-delà de l'Elbe. Napoléon, dès 1811, rassemble une armée gigantesque de 450 000 hommes. Les Français représentent la moitié du nombre. Il quitte Paris le 9 mai 1812. Le 16, il est à Dresde, où viennent le saluer les divers souverains allemands. Le 23 juin, il est à Kovno. L'armée traverse le Niémen sur 3 ponts en 3 jours. La première armée russe, dirigée par Barclay de Tolly, recule en détruisant tout. Napoléon s'attarde à Vilna, attendant 2 corps d'armée, l'un que dirige Jérôme, son frère cadet, l'autre conduit par Eugène, son beau-fils. Jérôme tarde, Napoléon le lui reproche. Il laisse ses soldats, confiés à Davout, pour rentrer à Cassel, sa capitale. La chaleur et les violents orages accablent des soldats faisant 60 km par jour. Les fourgons de ravitaillement ne suivent pas. Les chevaux meurent par milliers. La faim, la soif, l'épuisement déciment les effectifs. Napoléon quitte Vilna le 16 juillet. Quand il atteint Vitebsk, il n'a plus que 250 000 hommes. Apercevant les bivouacs russes, il espère une bataille le lendemain, mais Barclay se dérobe dans la nuit. Le 12 août, l'armée parvient à Smolensk, antique cité que protège une épaisse muraille édifiée sous Boris Godounov. L'armée de Napoléon s'en empare de la ville, qui brûle entièrement. Les Russes l'évacuent. Le 24 août, la marche reprend vers Moscou. Tous les villages traversés sont en flammes, ainsi que Vyazma. Fin août, Kutuzov remplace Barclay à la tête des armées russes. Le 1er septembre 1812, Napoléon arrive à Borodino, à 130 km de Moscou. L'armée russe a fortifié la position. Plusieurs redoutes précèdent l'emplacement de ses troupes, dominant le vallon encaissé de la Kolotcha. Le 6 septembre, Poniatowski, avec ses cavaliers polonais, enlève Schwardino tout à la gauche de l'ennemi. Le 7 septembre, à 3h30, les troupes s'ébranlent. 1200 canons français se déchaînent. À l'aile droite, Davout attaque furieusement la redoute des 3 Flèches, appuyée par la cavalerie de Murat. La défense russe du général Bagration est acharnée. Vers 8h, elles sont enlevées. Les troupes de Ney au centre combattent avec fureur. Vers 10h, tout le terrain devant la grande redoute est pris par les Français. Elles jettent l'enfer sur le centre français. Ney et Eugène sont repoussés, repartent à l'attaque. La garde s'apprête à intervenir, mais l'artillerie française arrête l'offensive russe. 11h. Napoléon demande de tenir les positions, concentre les tirs d'artillerie sur le centre russe. Vers 13h, il dit à Eugène de soutenir la gauche du maréchal Ney. Malgré les tirs des canons français, les masses russes tiennent ferme. Plusieurs corps se concentrent sur la grande redoute et l'emportent. Vers 15h, l'ennemi est partout en retraite. Il reste à Kutuzov 50 000 hommes, la moitié de ce qu'il avait avant la bataille. Il renonce à défendre Moscou. Napoléon y arrive le 4 septembre. La ville est déserte, évacuée par ses habitants. Au soir du 15, elle est entièrement à la proie des flammes jusqu'au 17.
Une lettre de Napoléon au tsar reste sans réponse. Koutouzov encercle Moscou, sauf à l'ouest. Napoléon attend. Le 13 octobre tombent les premières neiges. Le 19, l'armée quitte Moscou pour gagner Kalouga au sud. Elle compte 100 000 hommes, la moitié à cheval. Koutouzov barre la route de Kalouga à Maloyaroslavets. Napoléon doit remonter au nord pour retraiter vers l'ouest. Son armée se réveille le 27 octobre sous une épaisse couche de neige. Les 20 régiments de Cosaques de Platov suivent parallèlement, plus au sud, massacrant traînards et maraudeurs. Le 6 novembre, de gros flocons tombent drus. La température tombe à -22. Malgré les recommandations du grand écuyer Caulaincourt, les chevaux n'ont pas été ferrés à glace. Ils dérapent sans pouvoir se relever. Vitebsk tombe aux mains des Russes. L'armée de Wittgenstein approche des forces de Tchitchagov, risquant de barrer la route à Napoléon. Il faut quitter Smolensk pour Vilna par Orsha et Brod, talonnés par les 60 000 soldats de Koutouzov. Le 20 novembre, par -28 degrés, l'armée arrive à Borisov sur la Bérésina. Le pont a été incendié par les Russes. Les corps de Victor et d'Oudinot attendent rive droite pour couvrir la retraite. 120 000 soldats russes convergent sur Borisov et les 30 000 survivants de la Grande Armée. Un Lituanien indique un gué à Studianka, 20 km au nord de Borisov. 400 pontonniers, l'eau jusqu'aux épaules, construisent un pont dès la nuit du 25 au 26 novembre. Tchitchagov, en face, croit à une feinte, retire ses soldats. Le 26 passe les 9300 hommes d'Oudinot. Le deuxième pont, réservé aux charrettes, 3 fois brisé, 3 fois est rétabli. Koutouzov reste immobile à 115 km de là. Le 8 décembre, de Smorgony, Napoléon regagne Paris, atteinte le 12, laissant le commandement à Murat, qu'il abandonne pour regagner Naples. Les 25 000 combattants rescapés atteignent Vilna par -30. La Grande Armée n'est plus qu'une horde de miséreux. Dès l'annonce fin 1812 de la retraite de Russie, les deux grandes puissances vaincues forcées de s'allier à Napoléon lui retirent leur appui. Le général prussien Yorck, par la convention de Toroggen du 30 décembre 1812, laisse les Russes progresser vers l'Oder, et Schwarzenberg avec ses Autrichiens quitte la Volhynie pour se rapprocher de Vienne. Le 27 février à Kalisz, un traité d'alliance secret est signé entre la Russie et la Prusse. Celle-ci devra recouvrer ses limites d'avant 1806. Le prince Eugène évacue Berlin. Le tsar y pénètre le 13 mars 1813. Le 16, la Prusse annonce à la France que leur alliance est rompue. Et le 17, lui déclare la guerre. Le 22 mars, le roi de Prusse entre dans sa capitale parmi une foule ivre de joie. Le 3 mars, le roi de Suède Bernadotte, ancien maréchal de France, débarque en Poméranie avec 30 000 hommes. Le 23 avril, François de l'Autriche annonce au comte Louis de Narbonne, ambassadeur de France, sa médiation armée pour que Napoléon, dit-il, accepte des conditions raisonnables. Le 13 avril, Napoléon quitte Saint-Cloud et gagne Mayence, où il a rassemblé 250 000 hommes. L'armée a 600 canons, mais manque de chevaux. Le 28 avril, l'armée française est à Weimar. Elle franchit la Saale, bat les Russes et peut dès lors assurer la liaison avec l'armée d'Eugène.
Le 2 mai, les Alliés attaquent à Lutzen, 2 jours plus tôt que prévu. Plusieurs fois, les jeunes conscrits lâchent pied. Napoléon se met en tête de la jeune garde et s'avance entre 2 colonnes. Il est vainqueur, mais il a perdu 18 000 hommes et les Prussiens 22 000. On ne peut achever la victoire, faute de cavalerie. Elle permet de garder Dresde. L'Elbe est franchie le 7 mai et le 8, Napoléon fait son entrée dans Dresde. Le roi de Saxe, allié de Napoléon, revient s'y installer. Le 16 mai, l'envoyé de l'Autriche indique à quelles conditions celle-ci garderait sa neutralité. Napoléon les repousse, présente des offres au tsar, qui les refuse, puis accepte l'ouverture d'un congrès à Prague. L'armée ennemie, forte de 100 000 hommes, s'est concentrée et fortifiée à l'est de Bautzen, sur les bords de la Spree. Le 20 mai, les Français attaquent. Le soir du 21, ils sont vainqueurs. Le maréchal Duroc est mortellement blessé. Les Alliés, sans munitions, reculent rapidement. À Pleiswitz, la Russie et la Prusse acceptent un armistice du 4 au 20 juillet. Pour prouver sa bonne foi, Napoléon abandonne l'Oder et accepte de se replier. Dresde devient son quartier général. Elle se retrouve entourée de multiples retranchements. Napoléon y séjourne 2 mois, rassemblant des soldats de toute l'Europe et 40 000 chevaux, mais conscient que ses ennemis peuvent mettre eux aussi à profit ce répit pour rallier d'autres États contre lui et renforcer leurs exigences. La Russie et la Prusse réclament la suppression de la Confédération du Rhin, les frontières de 1806 pour la Prusse, l'indépendance des villes hanséatiques. Castlereagh, représentant d'Angleterre, exige que la Belgique soit reprise à la France. Le 26 juin, invité par Napoléon à le rencontrer à Dresde, Metternich, ministre d'Autriche, lève le masque d'une soi-disant médiation. Le 7 août, Metternich remet les conditions de la paix des Alliés réunis à Prague. Napoléon envoie des propositions qui ne reçoivent que le 11. L'Autriche et la Suède se joignent à la Prusse et à la Russie, rassemblant ainsi 600 000 hommes. Napoléon en aligne la moitié. Le 27 août, Napoléon est vainqueur à Dresde sur le tsar, le roi de Prusse et l'empereur d'Autriche. Ils ont perdu 39 000 hommes. Le 12 octobre, la Bavière se joint à l'ennemi et 3 armées françaises sont vaincues. Suite d'une accalmie de 4 semaines. Réunis à Teplitz, les souverains alliés précisent leur but. Le 16 octobre au matin, 3 armées attaquent les 191 000 Français au sud de Leipzig. Elles en sont chassées par une contre-attaque française à l'est de la ville de Wachau. Le 17 octobre, 2 divisions autrichiennes se joignent aux Russes. Les coalisés ont 295 000 hommes, Napoléon 160 000. Dans la nuit, il les dispose en demi-cercle autour de Leipzig. La pluie battante cesse au matin suivant. Dès 8 heures le 18 octobre, les coalisés attaquent en 6 colonnes. Vers 10 heures, les Saxons, jusque-là alliés des Français, se retournent contre eux. Les rangs français refluent puis se débandent. Ils ont 37 000 morts ou blessés et les coalisés 54 000. Le lendemain, Napoléon ordonne la retraite. De terribles combats ont lieu dans les rues de Leipzig, jonchés de blessés, de cadavres, de matériel abandonné. Les rescapés fuient éperdument en direction de l'ouest, vers le Rhin, pour échapper à Blücher. Napoléon, avec 35 000 hommes, force le passage à Hanau le 30 octobre 1813. Le 30 décembre 1813,
les 130 000 soldats autrichiens de Schwarzenberg, armés de Bohême, franchissent le Rhin à Bâle. Ils progressent vers Troyes. Le 1er janvier 1814, Blücher et ses Prussiens occupent Mayence et Coblence, alors préfecture française. Ils gagnent Strasbourg, Saverne, Épinal, Toul, Chaumont, Lunéville, Nancy. Les maréchaux reculent toujours. De Saint-Dizier, ils s'avancent sur l'Aube. Napoléon quitte le palais des Tuileries le 25 janvier et gagne Châlons-sur-Marne. Il n'a pu rassembler que 33 000 hommes épuisés. Il attaque d'abord le plus avancé des chefs ennemis, Blücher. Il laisse Victor bousculer et battre à Saint-Dizier une division russe laissée par Blücher. Ce même 25 octobre, il force Blücher à se retirer sur Bar-sur-Aube. Les 27 et 28 janvier, il marche sur Brienne-le-Château avec le gros de ses forces afin de surprendre Russes et Prussiens. En même temps, Mortier doit gagner Arcis-sur-Aube pour empêcher Schwarzenberg de franchir l'Aube pour se joindre à Blücher. Mais celui-ci se replie sur Brienne, rejoint par 3000 cavaliers. La bataille recherchée par l'empereur commence le 29 janvier à 14h30. Les jeunes recrues, les Marie-Louise, se battent avec bravoure sur 3 colonnes devant le château. Vaincu, Blücher se retire pour aider Schwarzenberg. Le 1er février à la Rôtière, sous des rafales de neige, les 30 000 Prussiens sont vainqueurs des 10 000 Français qui se replient sur Troyes. Les Alliés commettent alors la faute de se séparer. Blücher descend le long de la Marne et Schwarzenberg de la Seine. En plus, Blücher éparpille ses forces en 4 lieux. Napoléon va les attaquer séparément. Le 10 février à Champaubert, ses dragons chargent et coupent en deux les masses russes. Le lendemain à Montmirail, il défait les 30 000 hommes du Poméranien Zacken. Le 12, c'est York qui est vaincu à Château-Thierry, puis Blücher le 14 à Vauchamp. Pendant ce temps, Schwarzenberg atteint Fontainebleau. Le 18 février, arrivant par Meaux, Guignes et Mormant, Napoléon est vainqueur sur celui-ci à Montereau. Napoléon se retourne alors contre Blücher, se repliant sur l'Aisne. La capitulation de Soissons l'empêche de fermer sur celui-ci le piège prévu. Une armée prussienne venue du nord occupe cette ville. Napoléon défait à nouveau Blücher à Craonne, mais le 7 mars ne peut prendre Laon que défendre 100 000 Russes et Prussiens. Désormais, les 3 armées ennemies avancent de concert entre la Seine et l'Oise. Le 18 mars, Napoléon marche vers l'Aube. Schwarzenberg se replie puis s'arrête à Arcis-sur-Aube. Le 20 mars, avec 100 000 hommes, il écrase les 23 000 Français. Le 26 mars, Napoléon défait à Saint-Dizier un corps qui dépend de Blücher, mais il apprend le lendemain que l'ensemble des armées alliées avance sur Paris. Le 29, de Doullevent, il gagne le château de Pouilly près de Troyes. Ce même jour, le maréchal Mortier engage des combats en avant du village de La Villette. Le maréchal Moncey, en avant de Clichy, a élevé des barricades avec des élèves de l'école polytechnique. En fin de journée, toute résistance est devenue impossible. Marmont signe la capitulation. Le 30 mars à midi, les soldats russes entrent dans Paris par la porte Saint-Denis, suivis du tsar et du roi de Prusse. Le 31, Napoléon est à Fontainebleau. Le 6 avril, il abdique. Il est emmené à l'île d'Elbe, au large de la Toscane. Napoléon s'enfuit de l'île d'Elbe. Il débarque près de Fréjus le 1er mars 1815. Il passe par les Alpes, après Grenoble, à La Fraye le 7 mars
les soldats envoyés l'arrêter se rallient à lui. Le 20 mars à Paris, il entre au palais des Tuileries que le roi Louis XVIII vient de quitter. Sans un coup de fusil, il est à nouveau empereur. Mais le 13 mars à Vienne, par une déclaration solennelle, les Alliés le mettent au banc de l'Europe. Le 4 avril, par des lettres, il affirme « Nous voulons la paix ». Ses émissaires secrets en Autriche sont éconduits ou arrêtés, tel le baron de Stassard. Ce Belge ayant vécu en Allemagne parlait un allemand parfait. Le 4 juin, il part pour la campagne de Belgique. Il y entre le 15 juin avec 124 000 hommes, l'anglais Wellington en a 93 000, Blücher amène 120 000 Prussiens. Napoléon se presse à leur rencontre avant qu'ils se rejoignent. Ils auraient alors la supériorité numérique. Le 16 juin à Ligny, il bat les Prussiens. Grouchy doit les poursuivre. Napoléon se retourne alors contre Wellington, retranché sur le plateau du Mont-Saint-Jean, au sud de Bruxelles, près du village de Waterloo. L'affrontement a lieu le 18 juin. Le terrain est détrempé par d'abondantes pluies d'orage. Les Français attaquent à 11h30, à l'aile gauche, la ferme de Hougoumont. La résistance y est acharnée et va durer toute la journée. À 14h, les Anglais résistent à une première attaque française, de même à 15h. Napoléon lance alors sa cavalerie. À 16h30, des milliers de soldats prussiens cachés dans un bois se ruent sur Plancenoit, où bientôt tout est en feu, dans un corps à corps acharné. Napoléon y engage la garde. Il commence à manquer d'hommes dans son attaque frontale contre les Anglais lorsque surgissent les Prussiens de Blücher. À 20h30, les Français sont débordés et se débandent. C'est la fuite éperdue. Revenu à Paris, déchu par la Chambre des représentants, Napoléon abdique le 22 juin. Le 15 juillet, à Rochefort, monté sur un navire anglais, il est emmené à l'île de Sainte-Hélène, où il meurt le 5 mai 1821, âgé de 52 ans. Sa dépouille, ramenée en France en 1840, est inhumée aux Invalides.